Bonjour à tous, la série Birdie est en Floride, à West Palm Beach, sur un des plus beaux golfs de la Floride, l'Ibis Golf Club. Je suis en compagnie de Stéphane Chauffour, qui est membre du club et également membre de la PGA. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes à Ibis sur un parcours Jack Nicklaus Design. Nous sommes actuellement sur le Legend, celui qui a designé Jack Nicklaus lui-même, et ses deux fils ont designé les deux autres parcours, un endroit magnifique d'exception où nous allons vous enseigner le golf. Vous avez déjà pu voir des images qui sont vraiment splendides. Nous allons vous en montrer d'autres, également des scènes pédagogiques, des scènes que nous allons jouer ensemble, et puis l'entretien exclusif avec un des plus grands professeurs de la planète, et en tout cas un des tout premiers aux États-Unis, Martin Hall. Effectivement, un bonus incroyable. On a eu la chance d'avoir un entretien ce matin avec Martin, qui est un être formidable de gentillesse, de générosité, qui a pris de son temps pour faire un interview exclusif avec Michel. Une interview riche d'enseignements, vraiment un lieu privilégié, l'Ibis Golf Club, et nous souhaitons en tout cas que vous allez passer un très bon moment avec nous, que le programme vous plaira, et en tout cas le partager avec vous tous, avec toi Stéphane, un véritable privilège. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Alors on y va sur le parcours ? C'est parti! Je suis dans une situation de longue sortie de bunker. L'idée c'est de faire pour moi 170 mètres en distance. Donc je prends un fer 4. Pourquoi un fer 4? Normalement je fais 180 mètres avec un fer 4. Il se trouve que là je vais être obligé de taper le sable. Forcément ça va me diminuer ma vitesse de club, donc ma distance. Donc je vais essayer de faire 170 mètres. Ne vous inquiétez pas pour vous les amateurs. Le but du jeu n'est pas de faire 170 mètres avec un fer 4. C'est d'essayer d'avoir le meilleur contact possible pour faire de la distance. Et pour justement avoir ce meilleur contact, déjà je prends un club fermé, mais ensuite je me stabilise vraiment bien dans le sable. C'est important d'être très stable dans le sable, et je vais avoir mon poids du corps légèrement sur la jambe gauche. Pourquoi poids du corps légèrement sur la jambe gauche? C'est pour prendre la balle directement, et surtout ne pas prendre de sable avant. Si je prends du sable avant, ça va diminuer ma vitesse, et là je vais faire très peu de distance, voire quasiment pas du tout, faire un petit peu une gratte. Donc je répète, stance bien enfoncé, très stable avec les jambes, poids du corps légèrement à gauche, et à partir de là je fais un coup tout à fait classique avec un angle d'attaque un peu descendant pour ne pas prendre de sable avant la frappe. C'est parti. Les points essentiels à retenir dans ces longues sorties de bunker. En premier, je m'installe avec un stance assez large et surtout très stable. Je m'enfonce dans le sol. Deuxièmement, la balle est milieu des pieds, tendance un petit peu droite, malgré le fait qu'on ait un club très fermé, un tout petit peu plus à droite, pour avoir toujours cette problématique de prendre la balle directement. Et comme moi, j'ai déjà un swing qui est très très large, je fais attention à positionner un tout petit peu mon poids du corps à gauche pour venir prendre la balle directement dans l'impact et ne pas prendre de sable avant. C'est ça qu'il faut vraiment penser. Ne pas prendre de sable avant. Si vous prenez du sable, vous allez perdre de la vitesse. Attention, ce n'est pas comme une sortie de bunker classique où je suis vertical de haut en bas. C'est quand même un mouvement assez horizontal, mais petit poids du corps à gauche pour prendre la balle direct.
ma balle est correctement placée. Analyse de la situation, j'ai 22 mètres pour aller au drapeau, 10 mètres de green, un green en descente, donc la balle va beaucoup rouler. Une sortie à 22 mètres, je pourrais prendre un pitch in wedge. En tout cas, c'est ce que je fais d'habitude, 22 mètres, 25 mètres, 30 mètres, voire même des fois un fer 9. Eh bien là, je ne peux pas, puisque quand ma balle va arriver au green, elle va beaucoup rouler. Donc je pars sur un 56 degrés. Et également, j'aurais pu prendre un 60 degrés. Donc les choix des clubs sont multiples. Je choisis aujourd'hui le 56 degrés. Ensuite, je vais viser par la gauche, puisque j'ai un green en descente. Et mon seul objectif va être de porter la balle au début du green, puis après le green va terminer le travail pour moi. Donc je vise à gauche. La balle est bien placée. Et moi, personnellement, je vais moins m'ouvrir que d'habitude, parce que j'ai quand même de la distance à faire. Une face de club très légèrement ouverte, c'est-à-dire orientée légèrement à droite. Alors elle est orientée légèrement à droite par rapport à mon organisation, mais les deux, le corps et la face de club, sont encore à gauche de mon drapeau. Donc attention. Puis la sortie, une sortie normale, un peu d'armement pas trop, bas du corps stable, et le rythme. Le rythme avant tout dans ces situations-là, rien de violent. Le deuxième cas de figure, c'est, ça y est, maintenant j'arrive, mais je ne suis plus dans un bon lie, je suis dans un mauvais lie. C'est-à-dire que ma balle arrive dans une dépression, dans un trou. C'est le lie qui va dicter ma tactique, c'est-à-dire je ne vais plus jouer le drapeau, je vais jouer à gauche pour chercher la partie la plus large du green afin que ma balle puisse s'arrêter dessus. Si je jouais le drapeau, je ferais une erreur énorme parce que ma balle, dans un mauvais lie, roulera toujours plus que dans un bon lie. C'est-à-dire le lie, c'est l'endroit où elle repose. Si elle est dans un trou, ça se passera moins bien pour donner du backspin et moins bien pour l'arrêter. Ensuite, dans mon organisation, je vais passer d'une balle qui était pour la première sortie centre gauche à centre droit. La balle n'est quand même pas sur le pied droit, mais elle est centre droit. Une fois que je me suis mis centre droit, je vais beaucoup moins ouvrir la face afin que le bas de ma lame rentre vraiment dans le sable pour aller la déloger, l'arête inférieure un peu plus profond. Et attention, je dois marquer franchement mon organisation à gauche, au moins 3 mètres de plus que tout à l'heure. Je me mets en position et toujours pareil, beaucoup de rythme dans cette sortie. Stéphane, le trou signature. Oui, trou numéro 13 ici à Ibis. Donc trou en île, c'est le trou signature. De l'eau, vent dans le dos. Donc là 142 mètres pour le drapeau. Avec pas mal de vent dans le dos. Je vais prendre un fer 9. Donc ça c'était l'analyse de la situation et maintenant je vais faire le coup. Donc je me suis mis spécialement à droite du tee pour faire une balle légèrement de droite à gauche qui va me permettre d'envoyer la balle un petit peu plus loin. Et je vais sécuriser en tout cas le fait de passer l'obstacle. Ah d'accord, donc tu as quand même envisagé un draw. Voilà, exactement. Pour garder la puissance, et ce malgré le vent avec, tu confortes en plus par un draw. Oui, tout à fait. D'accord, tu ne fais pas une balle coupée aujourd'hui par exemple. Oui, parce que le drapeau est au milieu du green. Et c'est un petit peu mon sens de jeu, je me sens bien dans ce sens-là. Donc je vais la faire légèrement en draw, droite à gauche, avec le vent qui va aider un petit peu droite-gauche. C'est parfait, merci Stéphane. Et bien écoute, maintenant, place à l'action. C'est parti.
va, Michel, là? Bonjour. Bonjour. All right, gentlemen, have a good day. He speak better French every day. Huh? How are you? Incroyable. How are you? Il fait beau. How are you? Nice to see you. Thank you very much again. Yes, I have to buy. Michel, comment ça va? Ça va très très bien. And that's about all the French I've got, other than jouer bien, I hope. Martin, your French is very good, and I don't know about that. thank you for joining us for the Série Birdie. You will watch in France and in Europe and everywhere French is understanding. We really appreciate your work on Golf Channel, and we watch you all time, every day. So you are very impressive because you have a lot of passion on you, but passion with hard work. That's what I wanted to do to introduce you. So thank you. Yeah, no, for me, Michel, I mean, it's golf is a game I've always loved. Not a game I found easy. Some people find it easy, not many. But for me, très difficile, right. Most definitely, no question about that. And so what the ball does in the air has always intrigued me. I did try and play for a few years early on. I played a good number of events on the European Tour in the late 1970s, and got to see some of the greats then, Seve, and grew up playing with Woosnam and Sandy Lyle and Faldo, so saw some great players. But for me, teaching golf is helping players of any standard. Because I do this television thing at the moment, people think, I only teach celebrities or really good players. For me, it doesn't matter who the player is. It could be someone who's just starting. If they have a good attitude, I'm happy to try and help. And I think the laws, I will say this, the laws of what make the ball do what it does, they're no different for someone who's 67 years of age than they are from a tour pro who's 22 on tour. To me, trying to control impact is very dangerous. John Jacobs said to me years ago, you want to have a good impact, yes you really do, but if you try and control impact, you will get burned. And I totally agree with that. You want to do things with the grip and the setup and the backswing and the top and the finish to try and have a good impact, but you don't do a good impact. I think that's really important. Impact is really a consequence of everything that's going on during the motion. Your priority. When you do a golf lesson, what are you looking for in your priority? Yeah, no, that's a great question, and certainly my priorities have changed over the years. Early on, I'd have to say I was a reasonably good player. So early on for me, I was determined to get everybody to hit a draw shot. I don't think that's terrible, but that used to be my number one priority. It is not my number one priority anymore. My number one priority, having taught out here for 20 years and well before that, the number one priority, the thing that will help most players play better, is solid contact. And for me, solid contact would be defined as hitting the ball in the middle of the club. I used to think if you hit a fade, it was a weak way to play. And then the more you look at it, you find that some of history's best players actually hit a slight fade. So I would say solid contact. When the ball sits on the ground, I think ball turf contact. I actually think it's ball and turf, not ball then turf. I think you hit the ball in the ground at the same time and then the divot shows up after. I think if you try and go ball then turf, you actually get a bit too much ahead of it. But I think solid contact, I think working on skill rather than style. Style is what it looks like. Style is, are the hands high, are the hands low, is the right elbow in. Skill is the ability to get a predetermined outcome. And so I would say my number one priority when I'm teaching anybody is solid contact. That's number one. The number two priority would be to look at the pattern. There is always a pattern to the ball flight. You could bring Rory McIlroy here, but there would be a pattern. If I watched him hit enough golf balls, there would be a pattern. It's too high, it's too low, it's off the toe, it's off the heel. Divots are too deep, divots are too shallow. So I try and identify the pattern. And then you get into sequence and efficiency. Just one word on that. You see, you've started me. You can't shut me up. I know it's your birthday, but you can't shut me up. You can't stop me. I'm off now. But people talk about the kinematic sequence and it's good for efficiency. Do you know what's more important than efficiency? Effective. Effective is way more important than efficiency.
I mean, it's nice to be efficient, but if you're efficient, meaning you get all the energy out of the club head and you hit it straight into the ocean, it's no good. No. Effective is more important than efficient. We'd like them both, but if I have to choose one, I choose effective. I worked for Jack Nicklaus for 7 years, and he would say he won most of his majors by being anything but aggressive. He was not aggressive, he was conservative. He said the last 9 holes of any major championship, he was probably more conservative than anybody. He would hit to the middle of the green. He would take a club, a 4-iron, perhaps off the tee to get in the fairway. He told me that he would take whatever club he felt certain he would get in the fairway, even if it was a 5-iron off the tee sometimes. Hank Haney has certainly been an influence on me. I like Hank Haney's plan for golf, which he used with Tiger, but he used with everyone. I think if you do the following, you will score well. Number 1, no penalty shots off the tee, which means get the ball in play. Take whatever club, develop whatever swing, but no penalty shots off the tee. Number 2, get the easy chip shots up and in, up and down in 2. And number 3, no 3-putts. No 3-putts, okay. Now, if you do those 3 things, no penalty shots off the tee, easy ones up and in, and no 3-putts, you'll find your scores won't be too high and you'll have a lot of low ones. And it is simplistic, but if you had that in your mind before you went out to play, that would probably help a lot of people. Can I get round the golf course without any penalty shots off the tee? Annika Sorenstam has been a friend of mine for many, many years. I think the best lady player ever to have played the game by far. And she would always say she would never play a shot, no matter where it was, no matter what situation she was in the tournament. She would never play a shot unless she had at least a 70%, a 7 out of 10 chance that she could pull it off, that she could be successful. Okay. I think that's a great rule to play by. If you wouldn't bet 70% of your family fortune that you could pull this shot off, then you probably shouldn't be playing it. You know, the 1 in 100 shot is like buying a lottery ticket. It's just not a good idea. You know, when I would do work with Jack, he would always say in his clinics, you know, there are 2 pieces to being a great player. One is you have to have a really good repetitive effective swing. That's number 1. Number 2, you have to, so your technique has to be good. And number 2, you have to be, your tactics, your thoughts around the golf course have to be really good. So you need 1 technique, you need 2 tactics. And he said his career was great, more because of number 2 than it was because of number 1. And people put all their effort into number 1, into the technique. The tactics, the thought, managing your way, thinking your way around the golf course. I think people would say Jack Nicklaus was the best, and Tiger Woods is a very close second, no doubt. And you know, will he surpass Jack's record? I don't know, but it'll be fun. I hope he's. I mean, you know, we hope he continues to play. That's for sure, and hope he continues to play well. And if it all ended today for Tiger, he still won 14 majors, so he's had a fantastic career. But he is also very tactical. I've you know, spent an amount of time fairly close to him, listening to him talk. He's very tactical. His favourite golf course is St Andrews, the old course, because he said just a 5 mile an hour shift in the wind can change the course, and you have to be so aware of it. So the subtleties. But yeah, Jack would be my favourite golfer of all time. Like you are one of my favorite teacher in the world, for me, you. Well, you know what? Nice The art of communication you have is unbelievable. Unbelievable. Well, it's a really source of inspiration to see someone like you, to have this generosity with people. Well, that's very kind. That gives me goosebumps. But you know, somebody said to me years ago that one of the things you have to do if you teach is you have to entertain, you have to educate, you have to motivate. And I'm sure you're very good at it. And I think that's what we all have to do as teachers. You entertain, you educate, you motivate. You need all 3 of those. And you know, I work at my craft very hard. I don't ever think I've got it. I don't think it's a journey that doesn't have an end. I'm always trying to get a bit better. You know, like Coach John Wooden said that, you know, as long as I'm breathing, I ain't done learning. I like John Wooden. Great coach. Yes. I'll tell you one thing that Tiger said to me one time that I thought was interesting. You know, over his career, we've seen him periodically get very excited, and at other times not so.
And I asked, why is that? And he said, well, he knows where he needs to be emotionally on a scale of 1 to 10. He knows where he needs to be to play really well. It was a great lesson to hear you. Do you want to say something to France and to Europe and to everyone who... Well, first of all, allez les bleus! I know that one. I know that one. I know that one. Yeah, what I would say, I'm an Englishman who's made his career in America. It's been wonderful for me. I love golf, I love traveling, I love helping anybody who wants to listen to what I say. I do not think I've got all the answers by any means. I don't think anybody does. I'd like to close with this from a very famous American football player, probably not very well known overseas in France. His name was Jerry Rice. Jerry Rice, yes. Jerry Rice was a receiver. Yes. Yes, I know. Fantastic in football, yes. But his thing that got him up every morning, his thing that was the fire that burned within him was this. He said, I will do today what others will not, so tomorrow I can do what others cannot. That's how I try and lead my life. Bravo. Stéphane, un magnifique par 5. Tout à fait, 475 mètres. Vent contre. Vent contre, pas mal de vent contre même. Donc comme tu frappes beaucoup plus fort que moi, je vais te laisser le soin de faire ce trou. C'est gentil, mais voilà. je tape plus fort, mais je ne vais pas le toucher en deux néanmoins, parce que le vent étant assez fort, je ne m'appelle pas Dustin Johnson et je ne pense pas pouvoir l'atteindre en deux. Donc au niveau stratégie, on va te suivre. Allez, régale-toi, fais-nous plaisir. C'est parti. Fabuleux. Ok Stéphane, deuxième coup. Deuxième coup, donc là je prends un hybride. Je veux à peu près faire 190 mètres, toujours pareil, vent contre. Haut à droite, donc je vais pas du tout viser dans cette direction, dans la direction du green. Je vais jouer plutôt un tout petit peu à gauche pour essayer de me mettre dans une bonne position pour avoir à peu près 80 mètres pour le troisième coup, qui est un de mes coups favoris, pour essayer d'être le plus proche possible du drapeau au troisième coup. Donc deux choses, d'abord tu connais parfaitement tes distances. Tout à fait. Sinon c'est impossible. Tout à fait. De savoir avec autant de précision quelle sera la nature du troisième coup donc. Et ensuite je pense que l'alignement va être la priorité. Complètement. Alignement, contact de balle et faire partir la balle pas trop haute pour qu'elle puisse quand même pénétrer dans le vent. Stéphane, finalement, tu te retrouves à la distance que tu souhaitais. Alors, quasiment 92 mètres. Voilà, c'est une distance que j'aime bien. Toujours un vent contre. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, attaquer en deux, celui-là, c'était vraiment presque mission impossible. Hein. C'était compliqué vu l'eau qu'il y avait juste au bord du green, effectivement. Donc là, tu as vent contre, tu as un bunker à franchir et tu as aucune profondeur de green, c'est-à-dire que tu dois être pile à la bonne distance. Tout à fait, c'est ça le plus important dans ce coup-là, c'est la distance d'ici au drapeau, le problème est le vent, donc l'intensité que je vais mettre dans ma frappe de balle. Il faut quand même que je sois assez intensif dans ma frappe de balle, mais pas trop pour pas dépasser trop le drapeau, parce qu'effectivement, après le drapeau, c'est tout de suite le bunker derrière. Est-ce que c'est un coup punché? C'est un coup punché, tout à fait. D'accord. Bravo, magnifique. Félicitations. Très très beau. Merci Michel. Bravo. T'es au drapeau.
Pas mal, pas mal. On va voir si je fais le birdie. Bravo. Ici, quand nous avons terminé de jouer, on fait donc des divots, les pros font des divots, toujours. On remet, voilà, un petit peu de sable qui est en plus vert, comme ça il n'y a pas de... Et qui est dans les voitures de golf. Et qui est dans les voiturettes de golf, donc on le prend là avec une petite pelle, voilà, et on la remet là. Donc la prise d'information d'un côté et de l'autre, très important sur le green de prendre les informations toujours dans un sens puis dans l'autre pour voir si ça descend, si ça monte, si c'est penché à droite, si c'est penché à gauche. Donc là c'est plus un problème de direction que de dosage. Un peu les deux, puisque le dosage est important avec s'il y a une pente. D'accord. Mais l'important c'est de prendre le plus de paramètres possible avant pour qu'une fois que je suis en position pour frapper, c'est juste mon analyse précédente qui me permet d'avoir le bon dosage en fait. D'accord. Après analyse de tous les paramètres. Décision. Décision, un trou à gauche du trou initial, donc je vais viser un tout petit peu à gauche du trou. Et en avant. Presque. Il en manquait un petit peu. Un petit peu. Allez. Dans la boîte, Stéphane. C'est intéressant de voir que tu replaces ta marque. Hein. Tout à fait, même pour un petit putt, je replace toujours la marque et je mets ma ligne de balle toujours dans la direction de là où je veux faire partir ma balle en fait. Et je peux remettre ma marque pour revérifier une dernière fois que je suis bien aligné. Faire un beau par solide, bravo. Merci Michel. Tu n'as pas tremblé, félicitations. Merci. Je vais vous expliquer un point capital pour moi au golf et je vois beaucoup trop d'amateurs qui ont une tendance à frapper la balle de bas en haut, donc en remontant, avec le club qui remonte à l'impact. Et je vais vous donner deux petits tips, deux petits exercices qui vont vous permettre, je pense et j'espère, de vous donner un contact de balle bien plus consistant et qui va vous permettre d'avoir une frappe de balle aussi plus consistante. Donc premier exercice très simple, donc tous les joueurs ont tendance à frapper la balle de bas en haut, en remontant comme ceci. Très simple, je prends un tee, tout simple, et je le mets devant à 10 cm devant ma balle en l'enfonçant un petit peu. Et l'idée, c'est de venir taper vos balles en frappant la balle et après l'impact, venir pousser ce tee. C'est très simple et c'est très visuel parce que si vous avez touché le tee, ça veut dire que vous avez eu un bon impact et que votre club est resté en bas. Et si vous n'avez pas touché le tee, ça veut dire que vous êtes remonté et resté un petit peu en arrière et que donc votre mouvement n'est pas bon. Il n'y a pas eu de transfert vers l'avant. Donc ça c'est le premier tip. Donc je remonte, je frappe, je touche la balle, je laisse glisser ici et boum, je touche le tee. On peut le faire à vitesse normale et en frappant la balle, ça donne ça. Regardez bien, j'ai cassé le tee. Donc comme le tee est cassé, ça veut dire que je ne me suis pas relevé à l'impact. Ça c'est le premier exercice. Donc deuxième tips, je vais avoir besoin de Michel, et s'il te plaît Michel, si tu peux m'aider. Donc l'idée est de venir taper cette balle, de taper mon tee ici, et de rester très bas, en imaginant une ligne virtuelle ou un mur ici au niveau des épaules, et que ma tête de club et que mon club reste sous ce mur. Donc je vais vous montrer ça en demi-swing, ce que ça donne ça. Voilà, et je touche pas du tout. On évite ça donc. Et on évite donc ça. Comme vous faites tous, je frappe, je remonte et je lève le club. Donc tu conseilles de le faire en demi-swing, plus l'exercice du tee,
Et donc pour améliorer le contact de balle. Pour améliorer à la fois le contact de balle et le transfert du poids du corps vers l'avant, Ouais. de le faire effectivement beaucoup en demi-swing. Ce que je voudrais, c'est ça, j'arrive, je reste en bas, je touche le Et tee tu ici, continues bas. je continue bas, je vas à continue l'intérieur bas, après. à l'intérieur, Ok. et je reste en bas. Et en aucun cas, attention, je remonte, ça, je touche, Et là d'ailleurs, dès quand tu fais ça, il n'y a pas de transfert. et quand je fais ça, je reste mon poids du corps sur la jambe droite. Tu peux remettre une balle? On en refait une. Et maintenant, nous allons donc passer à la pratique. Ça, on l'a vu sur le practice, et nous allons aller sur le parcours pour vous montrer la partie pratique. Eh bien, nous voici au bord d'un green ici à Ibis en Floride, avec une zone d'herbe très intense et très dense qui est le rough, donc qui s'appelle du kikuyu ici. C'est une herbe qui est très très dense, et vous voyez que la balle est un petit peu enfoncée. Ça, ce sont des coups très spécifiques de la Floride. L'herbe a tendance à accrocher la balle et à l'enfoncer dans le sol. Moi, je prends un 60 degrés et j'essaye de jouer un tout petit peu comme une sortie de bunker. Donc amplitude moyenne, mais action de poignet assez limitée. Et par contre, grande traversée et grande accélération dans la traversée pour ne pas justement qu'il y ait un arrêt à l'impact avec ce rough qui va de toute façon m'arrêter cette balle. Donc ça, c'est ma façon de la jouer moi. Michel Ouais, j'en ai une autre, mais vas-y, c'est très bien qu'on ait deux différentes, c'est parfait. Donc je vais essayer de la faire. Donc très simple, hein, j'essaye de faire comme si je faisais une sortie de bunker. Donc stance assez large, face de club 60 degrés mais déjà un tout petit peu plus ouverte. Et je vais avoir une montée assez verticale sans action de poignet et avec de l'accélération à l'impact. Voilà, donc là c'était... Ça accroche énormément. Hein. Ça accroche énormément, il faut donc vraiment pas hésiter à accélérer au maximum. Alors, de mon côté, effectivement, je fais exactement comme toi quand quand le drapeau est très près. Mais quand le drapeau est un peu plus loin, bon, je vais replacer la balle donc assez enfoncée, voilà, assez enfoncée. Moi, je m'y prends différemment. En fait, je mets ma balle vers le pied droit, je donne un mouvement assez descendant, bas du corps très stable, et surtout, je garde mes poignets très fermes. Je prévois évidemment du roulement. Donc je sais très bien déjà que si je vise dans la ligne du drapeau, ma balle va aller beaucoup plus loin en roulant derrière. Donc je vais avoir à la fois une intensité de fermeté pour bien tenir mes poignets, mais en même temps je vais stopper très vite après l'impact pour ne pas donner trop de puissance. Donc la fermeté suffisante juste pour dégager la balle du problème. Alors, c'est intéressant qu'on ait deux manières différentes de... C'est très très bien joué, Oui. mais effectivement, tu l'as tout à fait dit et remarqué, avec ta façon de jouer, la balle va beaucoup rouler, Oui. donc il faut qu'il y ait une situation avec Voilà. un tout petit peu Ouais. de distance entre le bord de green Ouais, et tout à le fait. trou, alors que moi, c'est effectivement une distance, une situation où je vais faire beaucoup plus lever Elle la va balle, s'arrêter. et elle roulera moins. Elle va s'arrêter, j'espère. Comme ça vous fait deux manières de procéder si toutefois vous rencontrez cette situation. Bonjour Michel. Bonjour Bruce. Comment allez-vous? Très très bien. Hello Ben.
Michael, how are you today? Fine, thank you. Great. You gonna go play? I'm going to play. All right. Have a great time out there and play well. Thank you very much. Ben Bauer, thank you very much for the invitation this week and to let us make our movie, The Serie Birdie, possible in your marvelous golf course. Well, thank you, Michelle. It's a pleasure having you here at the Club at Ibis in South Florida. So I have several questions for you. First, where are you from? Are you from Florida or from another country? Well, I actually grew up in the United States. I grew up in the state of Ohio. Ohio. And my first job in the golf business was a caddy. But then after college, my first assistant professional job was at a club in Michigan prior to moving to Florida. And when I moved to Florida, I was actually in Boca Raton for almost 10 years prior to coming to Ibis. And I've been here at Ibis for 2 years now. You are a pro. And when you are a pro, I think you can go on teaching or on managing a golf course? You can do both, or it's the same school? Well, the PGA of America has a program for club pros, and I think as most club pros, you know, as we grew up, our goal was to play on the PGA Tour. Okay. However, that dream, that goal doesn't work out for everyone. So for us, this is the next best thing. You know, we still get to be around the game of golf. We still get to watch others enjoy the game of golf. And our mission with the PGA of America is to grow the game of golf, to get more people interested in playing and enjoying the game that we love so much. You have a lot of service. This is your force. Yes. You have service with the car, with the clubs. You have a pro shop. You have an office of operation for golf tournament. And of course, you have a team on a golf course. You have who make the golf course a beauty each day. Yes. So these 4 parts you own. How does it work? How many people you have in each section? Okay. Well, we start with our community. All of our members, first and foremost, have to purchase a home in Ibis. Once they purchase their home, they have to purchase a membership here at the club. So it's very expensive. So what they require is a lot of great service and personal touch, which we try to provide for them. And so for us, it starts with the golf operations and our programs. As you mentioned, we do have a golf shop. Our golf shop has almost $1.2 million in sales per year. So very, very busy. And we offer everything from the latest and greatest in golf clubs and golf apparel, but also we're lucky here we have 4 restaurants on property. So we also incorporate lifestyle pieces, button-down shirts, high-end loafers, jeans, so that our members can enjoy other aspects of the club by what they purchase in the golf shop. A question to come back to the pro shop, because me, I'm a pro. Yes. Normally, a pro, he doesn't arrive, he wants to pay things, not because he doesn't want, but because he has contract. Yes. Has contract with a mark, so they give to the pro, the club, some polo and some, voilà. Since, even in France, it works very well, except if you don't do anything in your life. But when you arrive to United States, even a pro wants to buy a lot of things. So there is a secret in United States. You do much better the commercial things compared to us. We are not bad, but we are not so good as you. So now I try to understand, because I come in Florida since 15 years, even more I think. The key to me at the beginning was, okay, the pro shop are big, and when you go to take your green fee, you have to go through the pro shop. Correct. It was one of the key. Yes. Yes. And now in France, we do it. Okay, we do it. But here, the pro shop is built differently. Okay, you go through the pro shop to go to the desk, but you don't do 100 meters. It's just 3 meters. And I still want to buy everything I want. I see. Yes. So there is another secret I didn't understand. So which one is it? Well, you're right. We do still have all of our golfers
check into the golf shop and make them walk through the merchandise so they see it on a daily basis. But they also have to walk through our golf shop to get to the restaurants Ah, okay. and their locker rooms. So they are coming through the golf shop multiple times a day. Okay. The other thing that helps drive our business and drive sales is that every tournament that we run, they do not play for cash. They play for what we call Pro Shop credit. So when they win in tournaments, what they do is we give them gift certificates or credit, and that encourages them to buy the product. So you give us a great key, and most of the up of this key. When I talk about with the manager in France about the Pro Shop or in US, they tell me all time there is something magic in Pro Shop. Yes. So maybe you give us a good key, but something we cannot understand, something special in the United States, you still want to buy everything. You still, this is beautiful, this is beautiful, this is beautiful. 3 golf courses are every day, on dit en France entretenu, c'est-à-dire who take care of the golf course. How many people to take care of just the golf? Oh, on the golf course, we actually have a director of golf course maintenance who's in charge of all 3 golf courses to mow the grass and to maintain the golf courses. He has a crew of about 25 people on each golf course. Donc ça veut dire 25 personnes aux ordres du directeur des parcours, du greenkeeper, 25 personnes par parcours. To finish this interview with you, I met Jack Nicklaus here 1 year ago, till today. Yes. It was the first time of my life I felt so small. Yes. This is a legend, is a monster. I was like this, Mr. Nicklaus, please, can I talk to you? Can I talk to you just 2 minutes? It was, he said, yes, I'm coming, Michel. So, wow. It was really great, but you know him but much better than me because you see him very often. Martin Hall, it's the best player for Martin Hall. Yes. Because of his records, and I know Martin Hall works with him during 7 years. Now what can you tell us with your experience with Jack? Well, I haven't known Jack that long, but since I've known him coming out here to IBIS, it's just like you get around him, and to us as golfers, he's a superstar. He's a legend. Right, so it's hard to come up with words to be able to have a conversation with him because we're so much in awe of him. But one quick story I will tell is we were having lunch with him not too long ago, and so the question came up: if you had one more round of golf, where would you play? And he kind of separated it into 3 answers. He said, obviously, when you're talking historical significance, he said it would have to be St. Andrews. St. Andrews, son premier, si Jack Nicklaus devait faire son dernier parcours de golf, en fait, il n'en ferait pas 1, il en ferait 3. Il ferait St. Andrews. Next, he said if it had to be a place, then the place would be Augusta. Augusta, en 2. Yep. And then last, he said if it was just the golf course itself, then it would definitely be Pebble Beach. Pebble Beach. Yeah. I was sure it will be instructive with you. For me, you are a fantastic director of golf, and I know you since now 1 year and a half. Yes. You have all time very warm welcome for us in French. I want you to tell you personally that I have a lot of big respect for you. Thank you. We never forget that you are the country of liberty, and we never forget our past, our present, and for the future. Yes. Well, thank you very much. Yes. And thank you. Well, it was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Nous voici de retour sur une très longue approche, 62 mètres, Michel. Pour être précis, c'est toujours chirurgical avec Stéphane. 62 mètres, nous allons le jouer de 2 manières différentes. D'autant plus que nous avons un vent-contre. Par contre, au niveau de la difficulté du green, on a
de la place pour faire travailler la balle. C'est pour ça que je vais prendre une option différente de la tienne. Le bunker n'est pas en jeu. Stéphane, comment tu t'y prends? Moi, je vais prendre un 60 degrés. Je connais ma distance avec le 60. Normalement, je fais 70-75 mètres avec le 60. Là, il y a vent contre. Donc, je vais faire un 3/4 de coup de 60 avec beaucoup d'intensité pour que la balle tienne au vent et qu'elle s'arrête. C'est vraiment ta priorité, c'est d'aller directement chercher le drapeau? Là, c'est d'aller directement chercher le drapeau, Michel. Très bien. Eh bien, montre-nous, fais-nous rêver. Sublime, bravo. Félicitations. Et pour ma part, eh bien, ça sera une option donc moins agressive, un tout petit peu plus soft, un fer neuf, une trajectoire plus basse parce qu'il y a vent contre, moins d'intensité, un positionnement en mode approche, c'est-à-dire je vais quand même descendre mes mains et mettre ma balle au centre de mes pieds. Je démarre le mouvement et je viens me connecter le bras au corps. Je reste connecté et je tourne avec le corps. C'est le corps qui libère le cou. C'est le corps qui libère le cou. Je me mets en position face de club, sur la ligne, et j'essaie de faire un trait. Très peu de poids du corps à gauche. Je démarre le mouvement et c'est le corps qui libère. Du rythme. Voilà, donc deux trajectoires différentes pour une même distance dans le vent contre, plus haut, directement au drapeau, un wedging au millimètre, car Stéphane connaît ces distances par cœur. Un peu moins d'entraînement, plus de facilité, plus de gestion avec le corps, un peu moins d'exigence, mais du golf tranquille et tout aussi performant. Tout à fait. La seule différence, beaucoup d'entraînement pour un côté du swing et beaucoup moins d'entraînement pour le tien, Michel. Voilà, à vous de choisir ce qui est le plus confortable pour vous. Cet arbre est effectivement magnifique, il est très très beau, mais quand on arrive au pied de lui, eh bien, on trouve des épines. Trou numéro 9 du Legend Golf Course. À moi de m'en sortir sur cette situation et de faire un coup assez franc, un passage fort à l'horizontale, surtout pas descendant. Les épines, c'est incertain, donc je dois m'occuper à passer fort mais sans monter. Voilà la sensation. Un demi-coup avec des poignets très tenus et surtout une clé très importante pour réussir cette situation, c'est de ne pas trop tourner le corps. C'est comme si je voulais faire un coup en restant face à la balle. Exécution. Je fais évidemment attention de ne pas toucher, car si je déplace ma balle, je prends une pénalité. Avec les épines, on ne sait jamais. Voilà, green atteint, coup en toute sécurité. Je répète, les points à retenir, on ne monte pas, on garde les poignets fermes, on passe à l'horizontale, on dégage vers l'avant et on ne tourne pas trop.